Nous avons de nouveau une information de dernière minute. Les États-Unis ont mené une nouvelle attaque contre l'Iran en réaction à ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz. Cela vient tout juste de se produire il y a environ 1 heure. Les États-Unis ont bombardé l'Iran pour la 3e fois en seulement quelques jours, je crois depuis le 7 juillet. Et le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que le détroit d'Ormuz est désormais fermé. Nous essayons maintenant de comprendre exactement ce qui s'est passé. Laissez-moi d'abord vous lire ce communiqué du commandement central. Il indique qu'à 19h15, heure de la côte Est, les forces du commandement central américain ont lancé une 3e série de frappes cette semaine contre l'Iran, après que le corps des gardiens de la révolution islamique a attaqué de manière flagrante le Galaxy, un porte-conteneurs battant pavillon chypriote qui traversait le détroit d'Ormuz. Un membre d'équipage civil est porté disparu et le navire ne peut plus poursuivre sa route. Ils ont ajouté: l'Iran a eu une nouvelle occasion. Et là encore, on retrouve ce ton d'un parent qui parle à un enfant récalcitrant. L'Iran a eu une nouvelle occasion de montrer qu'il respectait le mémorandum d'entente, après avoir été tenu pour responsable des attaques précédentes contre des navires commerciaux. Mais il a encore échoué. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on se fait sermonner comme ça. Pourquoi on reçoit ce ton moralisateur dans un communiqué du commandement central de l'armée à propos de ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit. Ensuite, ils poursuivent. En réponse, les États-Unis imposent un coût élevé en continuant à réduire la capacité de l'Iran à attaquer les marins civils et à entraver la libre circulation des navires commerciaux dans le détroit. Les frappes sont menées sur ordre du commandant en chef. Oui, sans blague. Qui d'autre pourrait donner un tel ordre? Regardez, reprenons ça calmement, parce que je vais vous montrer ce que dit le camp iranien, leur point de vue aussi. Et c'est instructif. Encore une fois, ils affirment là-bas, et regardez bien, en plein milieu, qu'on leur a donné une nouvelle occasion de prouver qu'ils respectaient le mémorandum d'accord. Revenons justement à ce mémorandum. C'est vraiment important de le faire. Parce que quand ils disent des choses comme ça, le commandant en chef, le président Trump ou tous ces gens qui adorent la guerre, ils répètent toujours « Ah, ils ont violé la règle ». En gros, ne vous embêtez pas à le lire, faites-moi confiance, ils ont violé l'accord. Mais est-ce qu'ils l'ont vraiment violé? Regardons ça de plus près. Il est écrit « Dès la signature de ce mémorandum d'accord, la République islamique d'Iran prendra les dispositions nécessaires en faisant tout son possible pour assurer le passage sûr des navires commerciaux sans frais pendant 60 jours, uniquement entre le golfe Persique et la mer d'Oman, et inversement. » Le trafic des navires commerciaux va commencer immédiatement. Et compte tenu de la nécessité pour la République islamique d'Iran d'enlever les obstacles tactiques et militaires, ainsi que de procéder au déminage, tout cela doit être achevé dans un délai de 30 jours. Premièrement, on n'est même pas encore proche de ces 30 jours, donc on a ignoré cette partie aussi. Mais le vrai problème, vous voyez, c'est que le protocole d'accord disait très clairement et uniquement que l'Iran devait prendre des dispositions en faisant de son mieux pour assurer un passage sûr. Il n'a jamais été dit que les États-Unis pouvaient décider « Tiens, on va établir le nôtre ». Donc évidemment, le passage sûr prévu par l'Iran passait par le couloir nord, celui qui traverse les eaux iraniennes. Eh bien, nous avons mis en place un couloir sud à travers les eaux omanaises. Et c'est un choix que nous avons fait. J'ai envoyé des navires par là. C'est ce qui a provoqué le deuxième de ces 3 récents bombardements, parce que nous essayons de contraindre les navires à passer par ce couloir, d'aller au-delà de ce que les Iraniens disaient dans le couloir sud, qui d'ailleurs ne figure pas dans ce protocole d'accord. Le voilà, juste devant vous.
Vous voyez quelque chose ici qui parle des États-Unis pouvant établir leur propre couloir. Non, il est simplement écrit que l'Iran fera les arrangements nécessaires. Et si vous lisez un peu plus loin, on parle de l'avenir. Et là, c'est entre l'Iran et Oman. Eux seuls décident après les 60 jours. La première partie, là tu vois bien qu'ils sont responsables, sans contrepartie, pendant 60 jours. C'est tout. Alors, à quel moment la partie iranienne viole-t-elle les termes du protocole d'accord? En réalité, on pourrait dire que, même avant qu'un seul coup de feu ne soit tiré, c'est nous qui avons violé l'accord, parce qu'on a mis en place quelque chose qui sort complètement du cadre prévu. Il n'y a rien, aucun mot là-dedans, qui permette, même en tordant le texte, de dire qu'on peut décider comment le trafic passe sur notre portion du détroit. Rien du tout. Absolument rien. Seul l'Iran pendant 60 jours, puis l'Iran et Oman après ces 60 jours. Point final. Et maintenant, l'Iran dit « Oui, c'est ce qu'on a mis en place, c'est ce que les termes prévoyaient, et c'est à nous d'en décider. » Donc, si un autre pays, disons les États-Unis ou n'importe quel autre, arrive en disant « On va faire passer quelque chose » et qu'il y a des navires qui traversent sans respecter les conditions, les arrangements fixés par la partie iranienne, alors eux, ils interprètent ça comme « Très bien, dans ce cas, on fera respecter les règles. » Parce que s'il n'y a pas d'application, il n'y a pas de conditions. Et c'est justement ce qu'on ne veut pas que les gens entendent. On ne veut pas qu'ils regardent ça de trop près. C'est pour ça qu'on le montre, pour que vous compreniez que quand on affirme que c'est la partie iranienne qui viole le protocole d'accord, il faut en réalité conclure que c'est nous qui l'avons violé les premiers. Les juristes peuvent toujours chipoter là-dessus, mais il n'y a rien dans ce protocole concernant des mécanismes d'application qui auraient autorisé explicitement l'Iran à agir ainsi. C'est quelque chose qu'ils ont interprété. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont violé le protocole d'accord, parce qu'ils ont simplement dit qu'on ne pouvait pas passer par le côté sud. Et puis souvenez-vous, c'est clair, c'est important ici. L'ordre des événements est vraiment essentiel. Laissez-moi d'ailleurs rappeler ce qu'a déclaré le corps des gardiens de la révolution islamique. Selon le New York Post, ce soir, l'Iran a annoncé samedi soir avoir fermé le détroit d'Ormuz après avoir tiré sur un navire commercial dans cette voie maritime stratégique. Donc, ils ne contestent pas ce que le commandement central américain a dit sur les raisons de ces frappes. Ils ont bien quelques désaccords sur ce qui les a provoqués, mais cela allait à l'encontre de l'ultimatum du président Trump au régime, qui risquait de pousser les États-Unis à déchaîner leur colère contre l'Iran. Alors, selon eux, le corps des gardiens de la révolution islamique, dans son communiqué, a déclaré qu'un navire avait mis en danger la sécurité maritime en coupant ses systèmes de suivi, et qu'il avait été frappé et immobilisé. Le communiqué ajoutait que plusieurs navires avaient tenté de traverser le détroit par une route non autorisée, c'est-à-dire pas celle qui avait été établie, et qu'ils avaient ignoré les avertissements leur demandant de corriger leur trajectoire. Donc, du côté iranien, comme ils l'ont fait après ce deuxième tir, ils ont lancé des avertissements. Ils ont envoyé des messages radio, puis ils ont tiré des coups de semonce. Les navires ont continué à avancer. Qu'est-ce que ça vous dit? Parce qu'apparemment, il s'agissait d'un porte-conteneur. Ce n'était même pas un pétrolier. Tout cela a vraiment l'air d'une provocation que les États-Unis essaient de mettre en scène, comme s'ils voulaient que la partie iranienne réagisse de cette façon, pour ensuite s'en servir comme prétexte afin de lancer une nouvelle attaque. Il reste à voir quel est le but de tout ça, quelle est l'intention derrière ces choses-là. Mais il n'y a aucun doute, vous avez signé, président Trump, un mémorandum. Vous l'avez signé personnellement. Pas les États-Unis, pas le secrétaire d'État, ni aucun autre responsable. C'est vous qui l'avez signé. Et selon votre signature,
il est écrit que l'Iran a le contrôle sur la manière dont le détroit est ouvert. Voilà. Maintenant, ça ne vous plaît pas. Vous ne voulez plus, après l'avoir fait, après avoir obtenu ce que vous vouliez, c'est-à-dire la signature du protocole d'accord, vous voulez revenir en arrière et changer les conditions. Vous ne les aimez plus maintenant. Alors maintenant, on revient en arrière pour mettre en place quelque chose de totalement clair, sans aucune ambiguïté. Franchement, peu importe de quel pays vous venez, à moins que vous ne détestiez la vérité au point de refuser de voir la réalité en face. Nous avons enfreint l'accord en créant un corridor sud. Il n'y a absolument rien dans le protocole d'accord que nous avons signé qui autorise un corridor sud, ni qui permette à l'Amérique de décider seule de la manière dont cela doit être fait. Ce n'est tout simplement pas prévu. Donc, le simple fait de l'avoir mis en place constitue déjà une violation. Et encore une fois, si vous voulez parler en termes juridiques, il n'y a rien là-dedans sur des mécanismes d'application. Très bien, pas de problème. Vous pouvez toujours avancer cet argument si vous le souhaitez. Mais la vraie question, celle qu'on doit vraiment se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est l'objectif? Quelle est la stratégie de l'Amérique? Est-ce que la stratégie, c'est de rouvrir le détroit d'Ormuz? Parce que si c'était ça, alors on n'aurait rien dû faire. On n'aurait pas dû mettre en place de couloirs. Si les Iraniens avaient créé des couloirs et qu'ils ne comptaient pas faire payer de frais pendant 60 jours, parfait. On aurait dû faire passer tout le monde par là, faire circuler un maximum de trafic dans les deux sens pour relancer la boucle et remettre le flux de pétrole sur le marché mondial. Ça semblerait aller dans l'intérêt national des États-Unis. Ce serait dans notre intérêt financier. Ça mettrait fin à la ponction de notre réserve stratégique de pétrole, la SPR. Tout ça, c'est positif pour l'Amérique. Alors pourquoi vouloir instaurer une condition que la partie iranienne a déjà clairement formulée? C'est un sujet majeur pour nous. Pour nous, c'est une ligne rouge et nous n'allons pas céder là-dessus. Si quelqu'un en doute, laissez-moi vous montrer ce que le professeur Morandi de l'Université de Téhéran nous a dit. Nous avons trouvé ça sur Internet, mais voici ce qu'il a déclaré dans une émission télévisée le 7 juillet. Et si je ne me trompe pas, c'était même avant la première de ces 3 séries de discussions. Mais depuis, rien n'a changé. Les Iraniens ont dit au gouvernement omanais qu'ils souhaitaient travailler avec lui. Des négociations sont en cours. Mais les Iraniens ont aussi précisé que si Oman se retire sous la pression des États-Unis, l'Iran agira seul. Autrement dit, l'Iran n'attendra pas Oman. La décision a été prise à Téhéran. À partir de maintenant, ils contrôleront le détroit. Ils percevront des droits de passage, pas des montants excessifs. Parce que l'Iran veut que le trafic maritime continue de passer par le détroit. L'Iran veut que le golfe Persique soit une source de richesse pour toute la région, et pour lui-même aussi. Mais l'Iran empêchera également les navires hostiles, les bâtiments de guerre du régime israélien ou des États-Unis d'accéder au golfe Persique et de le remilitariser une fois de plus. Alors, maintenant, ce que disait le communiqué iranien, celui du corps des gardiens de la révolution islamique, en plus de ce que je viens de vous montrer, c'est qu'ils ont aussi déclaré que s'il y avait d'autres frappes contre l'Iran, elles seraient suivies d'une réponse sévère. C'est ce qu'ils ont dit. Donc encore une fois, il faut se poser la question. Ça ne peut pas surprendre qui que ce soit. Le camp iranien le répète sans arrêt. En fait, c'était, je crois, Ghalibaf, oui, le président du Parlement iranien. Et c'était après la première série d'attaques. Donc, le 8 juillet, il a dit « L'Amérique n'a toujours pas compris que l'intimidation et le non-respect des engagements ne sont plus sans conséquence. Pour le dire clairement, si vous frappez, vous serez frappé. Ne vous agitez pas inutilement, sinon vous vous enfoncerez encore plus. Le détroit d'Ormuz ne s'ouvrira que selon les conditions fixées par l'Iran.
C'est directement tiré du protocole d'accord que je viens de vous montrer. Et encore une fois, il dit exactement la même chose que le professeur Morandi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a invité, parce qu'il a des contacts directs avec beaucoup de responsables du gouvernement iranien et qu'il a toujours diffusé des informations plutôt fiables. Qu'on le veuille ou non, jusqu'ici, ça s'est révélé exact. Et là, vous l'entendez de la bouche d'un responsable iranien lui-même. Il dit la même chose. Il nous répète sans arrêt que si on les frappe, ils riposteront. Donc personne ne devrait avoir le moindre doute là-dessus. Après les 2 premières séries d'attaques, j'ai souligné un point, et il a encore été confirmé aujourd'hui. On dit qu'on envoie un message, qu'on prévient, vous feriez mieux de ne pas faire ça, de ne pas posséder ça, de ne pas essayer de contrôler la partie sud du détroit d'Ormuz. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et c'est au même fait un prière, c'est espepentesdouth, smoth of wing. J'ai dit que ces messages n'avaient pas été reçus, parce que le lendemain matin, après le premier et après le deuxième, les Iraniens continuaient à contrôler le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, le président Trump a lancé un ultimatum. Vous l'avez peut-être vu sur X ou ailleurs. Hier, il a déclaré que si d'ici samedi, l'Iran n'ouvrait pas complètement le détroit d'Ormuz, sans aucun contrôle, sans aucun droit de passage ni frais, alors il y aurait des conséquences. C'était donc un ultimatum du président Trump hier. Il a aussi dit qu'il y aurait des discussions au Qatar, qu'on allait en parler. Et je crois même avoir vu ça sur CBS News. C'était ridicule. Le journalisme moderne, aujourd'hui en Amérique, me met vraiment mal à l'aise. Ils ont carrément publié parce qu'un haut responsable de l'administration leur avait dit qu'il était probable que l'Iran annonce aujourd'hui qu'il allait complètement rouvrir le détroit sans aucun contrôle et qu'il s'excuse parce qu'il avait commis une erreur par le passé. Voilà ce qu'ils ont dit. Que l'Iran aurait déclaré ça au président Trump et aux hauts responsables de l'administration. C'est totalement absurde. C'est en contradiction complète avec tout ce que les responsables iraniens disent publiquement, et leurs actions confirment exactement leurs paroles. Ce qui rend encore plus gênant le fait que certains aient pu croire à ce qu'on leur racontait. On ne peut plus vraiment prendre quoi que ce soit de notre gouvernement au pied de la lettre. Tout ce qu'ils disent n'est jamais suivi d'actions concrètes. Alors ce matin, à la lumière de l'ultimatum du président Trump qui a été rendu public, le camp iranien l'a forcément vu. Je ne sais pas si ça leur a été communiqué directement. Je ne sais pas si on fait ça. Mais d'abord, c'était évident que toute cette histoire était un mensonge. Le président Trump a dit qu'il allait y avoir une réunion au Qatar. Il n'y en a pas eu. Les États-Unis et les Iraniens sont bien allés au Qatar pour parler d'autre chose, mais il n'y a pas eu de communication directe avec les États-Unis. Donc, il n'y a pas eu de rencontre entre les États-Unis et l'Iran au Qatar. C'était donc un mensonge, ou alors quelque chose qui est juste sorti de la tête du président Trump. Peu importe. Il avait pourtant déclaré publiquement qu'il y avait un ultimatum. La journée avançait et rien ne s'était passé. Au lieu que la partie iranienne dise « Restons calmes, tout va bien », on a de nouveau fait passer du trafic par le couloir sud, le couloir omanais. Donc, clairement, on cherchait à provoquer une nouvelle attaque, et on l'a eu. Parce que la partie iranienne a répondu « Nous ne reculerons pas. C'est ce que nous sommes autorisés à faire, selon le protocole d'accord que vous avez signé et que nous avons signé, et nous ne reculerons pas. » Alors, même s'il y a déjà eu 3 vagues d'attaques, et même s'ils étaient aujourd'hui sous la menace d'un ultimatum, ils ont quand même dit « Nous maintiendrons notre position et nous ne reculerons pas. » Ce que Ghalibaf avait dit se révèle donc tout à fait exact. Pour le dire simplement, il a dit « Laissez-moi le redire. » Si vous frappez, vous allez être frappé en retour.
Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer là-bas? À chaque fois qu'on frappe l'Iran, il réplique. Et écoutez, il y a des gens, soyons honnêtes et soyons clairs, au cas où quelqu'un n'aurait pas bien compris. Je sais que certaines personnes regardent notre chaîne parce qu'elles viennent chercher la vérité ici, parce qu'on a peur de personne et qu'on ne fait pas de compromis. La vérité, c'est que vous n'entendez pas ici toutes les absurdités qu'on trouve dans certains grands médias. On va essayer de vous éviter ça. Mais il y a quand même des choses importantes à savoir pour que vous compreniez bien ce que certains disent. Et laissez-moi vous montrer quelque chose que Mike Pompeo a dit, je crois, il y a 2 jours. Il était encore en train d'encourager, presque de supplier à la télévision pour qu'on retourne en guerre. Malheureusement, je pense que la réponse courte, c'est qu'il n'y aura pas d'autre choix que de terminer le travail. Ce sera une nécessité. Les Iraniens ne vont pas conclure d'accord, pas plus qu'un homme sur la Lune. Croire qu'on obtiendra une solution négociée à laquelle les Iraniens se tiendront, c'est une illusion. Je pense que le président Trump le sait en réalité, donc je ne lui reproche pas d'avoir essayé cette voie. Mais imaginez qu'ils aient changé de nature après 50 ans de terreur, 50 ans à vouloir détruire Israël et les États-Unis. C'est à mon avis tout simplement naïf. Donc je m'attends à ce que cela continue et que le président Trump fasse ce qu'il faut pour protéger l'Amérique et rouvrir le détroit, de manière à leur couper l'accès à l'argent et aux ressources nécessaires pour reconstruire leur programme nucléaire. C'est d'ailleurs le cœur de l'objectif du président Trump depuis le début de cette affaire, depuis l'opération Midnight Hammer, pour être franc. Et vous savez, j'ai aussi vu tout à l'heure sur CNN un reportage, j'en avais d'ailleurs parlé dans un post sur X avant que les frappes ne commencent ici, où il disait que les images satellites et les vidéos montrent clairement que violent le protocole d'accord. Pas celui du golfe d'Oman, non, mais parce qu'ils sont en train de reconstruire leur programme d'armes nucléaires. Et là, je me dis, quoi? De quoi vous parlez? Ils reconstruisent leur programme nucléaire et violant le protocole d'accord. Ce protocole dit bien que l'Iran, je crois que c'est au paragraphe 8, dit dans la première phrase du paragraphe 8 que l'Iran ne reconstruira pas d'armes nucléaires. Ils ont signé ce document parce que c'est la chose la plus facile au monde pour eux à signer. C'est un peu comme si on disait à quelqu'un de normal, « Écoute, je veux que tu écrives noir sur blanc, avec ta signature, que le soleil se lève le matin. Tu ferais mieux de le faire, sinon il y aura des conséquences. » Ah oui, d'accord, le soleil se lève le matin. Facile, parce que c'est déjà leur plan. Ce n'est pas une concession pour eux, donc ils étaient prêts à le faire. La République islamique d'Iran réaffirme, je pense que ce mot a été mis là pour une raison, qu'elle ne cherchera pas à se procurer ni à développer d'armes nucléaires. Ils ont accepté ça, ils l'ont signé, et ils n'ont eu aucun problème à le signer. Souvenez-vous, ce qui aurait dû empêcher cette guerre de commencer dès le 26 février, c'est qu'avec la médiation d'Oman, nous avions déjà un accord de principe, une ébauche. Et le ministre des Affaires étrangères omanais l'avait clairement dit publiquement sur CBS News. Nous avions les grandes lignes. Cet accord aurait été, pour les États-Unis, un bien meilleur compromis sur le programme nucléaire que le JCPOA d'Obama. Ça aurait été une véritable victoire diplomatique et aussi une victoire politique majeure pour le président Trump. Mais non, il a tout jeté à la poubelle en disant « Oui, on va faire la guerre quand même ». Donc, on avait déjà eu cette occasion une fois. Et maintenant, d'après CNN, les nouvelles images satellites montrent qu'ils sont en train de reconstruire les systèmes détruits, les installations bombardées qu'on avait visées pendant l'opération Midnight Hammer. Et je dois poser la question, comme je l'ai fait dans cet exposé. De quoi parlez-vous exactement? Où est-ce que c'est écrit dans le protocole d'accord? La seule chose qui y figure,
c'est qu'ils ne vont pas produire ni acquérir un programme d'armes nucléaires. Nulle part il n'est dit, et eux non plus ne disent jamais, qu'ils n'auront pas de programme nucléaire. Ils font partie du TNP, ils en sont signataires. Ils ont donc le droit d'avoir un programme de capacité nucléaire civile qui leur permet d'enrichir jusqu'à 3,67%, je crois. C'est ce qu'ils ont le droit de faire, que ça plaise ou non. Et bien sûr, avant tout ça, ils étaient montés jusqu'à 60% dans le but déclaré d'essayer de nous ramener dans le JCPOA pour que nous fassions notre part, et qu'ensuite ils reviennent à leurs 3,67%, ainsi qu'à toutes les autres limites qu'ils avaient respectées avant que le président Trump ne détruise l'accord en s'en retirant. Vous vous en souvenez sans doute. Peut-être que toi, tu ne le vois pas comme ça, mais ça fait partie du deal. Même CNN dit des trucs du genre « Hey, ils violent aussi le protocole d'accord sur ce point-là. » Et parce que on voit qu'ils essayent vraiment de réparer les dégâts qu'on leur a infligés, d'un coup, ça devient un programme d'armes nucléaires. Et maintenant, tout le monde s'inquiète, mais il n'y a absolument aucune preuve qu'ils se lancent dans un programme nucléaire. La seule chose qu'on voit clairement, c'est qu'ils réparent les dégâts qu'on a causés. Quelle surprise! Pourquoi ça étonne qui que ce soit? Et en quoi c'est lié au protocole d'accord? On a bombardé le pays de fond en comble. Ils essayent de tout remettre en état. Pourquoi ils ne répareraient pas ça aussi? Alors, si vous avez des renseignements séparés qui disent qu'ils travaillent sur un programme d'armes nucléaires, là oui, on aurait peut-être une autre situation, un autre scénario. Mais jusqu'à présent, honnêtement, la seule chose qu'ils ont, ce sont des images satellites montrant qu'ils réparent des dégâts causés par des bombardements. Et ça montre bien qu'il y a une vraie soif de guerre, qu'on cherche n'importe quel prétexte pour replonger dans le conflit. Et écoutez ça, c'est Ted Pompeo. C'était le 8 juillet, il y a 3 jours à peine. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé il y a quelques heures sur Fox News. Et encore une fois, c'est très important, parce que le président Trump, on l'a même vu en photo la semaine dernière, littéralement en train de regarder Fox News pendant qu'il attendait d'aller ailleurs. Il est complètement scotché à son émission sur Fox News. Il devrait regarder la nôtre. Il apprendrait bien plus de choses. Mais bon, je m'égare. Bref, il regardait. Il parlait de tout ça juste après l'annonce de l'attaque américaine contre l'Iran, et on attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. L'un des présentateurs a demandé à un invité sur le plateau « Ça pourrait poser problème. Certains disent que si cette guerre continue jusqu'aux élections de mi-mandat, ça pourrait vraiment nuire au président Trump. » Mais quelqu'un va dire à ce moment-là quelque chose au président Trump, quelque chose qui, disons, va lui plaire énormément. Certains pensent que si on engage une action militaire, ce sera mauvais pour les républicains aux élections de mi-mandat. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que dès le départ, le fait qu'on soit intervenu, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais une fois qu'on y est, la plupart des gens se disent « il faut aller jusqu'au bout, terminer le travail ». Et là, on a ces discussions diplomatiques, 60 jours, puis on prolonge, puis on est en cessez-le-feu, puis on se fait attaquer, et ensuite on voit des choses insensées sur les réseaux sociaux, du genre « tuer Trump dans la rue ». Je pense que le président doit agir. Je crois qu'il le fait, et je pense que le peuple américain le lui reconnaîtra. D'abord, je ne sais pas qui est cette personne. Je ne l'ai jamais vue sur Fox News auparavant. Mais on sait que le président Trump regardait à ce moment-là. Et quand il entend ce genre de choses, ça ne fait que renforcer ce que beaucoup d'autres, comme Mike Pompeo, le général Keane, le général Kellogg, Lindsey Graham et d'autres encore, répètent sans cesse. Tous ces gens veulent plus de combats. Mark Levin, bien sûr, l'avait aussi mis sur cette liste, parce que apparemment, lui aussi a accès à Trump.
Et donc, quand elle dit ça à l'antenne, elle explique que non seulement c'est une bonne idée de se battre, mais qu'en plus c'est une bonne idée politiquement, parce que vos téléspectateurs, vos électeurs, les électeurs américains, vous le rendront bien. Et puis elle ajoute, « Moi je pense que vous devriez passer à l'action. » C'est embarrassant. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une femme, ni avec quoi que ce soit d'autre. Mais cette personne n'a absolument aucune idée de ce dont elle parle. Agir. Qu'est-ce que ça veut dire agir? On l'a fait, souvenez-vous, pendant 40 jours, et il ne s'est rien passé. On n'a pas pris le contrôle du détroit d'Ormuz. Tout ce qu'on a fait, c'est faire exploser quelques trucs à la surface et ébrécher un peu de roche sur le sommet d'une montagne de granit. C'est tout. Peut-être qu'on a fait tomber un peu de poussière du plafond à l'intérieur. Et c'est tout. On ne leur a pas retiré leur capacité de frapper. On ne leur a pas retiré leur capacité de produire plus d'armes, plus de drones, plus de roquettes, ni de les lancer depuis leurs installations souterraines. Rien de tout ça. Les services de renseignement ont montré que, pendant la période de blocus après le mois d'avril, l'Iran avait réparé presque tout. Même les dégâts qu'on avait causés à la surface des montagnes et à certaines sorties de tunnels, ils ont tout remis en état. On peut imaginer qu'ils continuent encore aujourd'hui à tout réparer. Peut-être même que tout a déjà été réparé à un moment ou à un autre. Mais ils ont cette capacité-là. On ne peut pas la leur enlever. Alors, quand on dit qu'il faut y retourner et mener d'autres actions, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Et puis on entend dire que les électeurs vont récompenser le président. Vraiment? Parce qu'il faut regarder ce qui s'est passé. Le président Trump a écouté des gens, comme cette personnalité de Fox News, ici. Ils ont écouté des gens comme Mike Pompeo, ils ont écouté des gens comme le général Kellogg, et ils continuent d'utiliser la force militaire. Le détroit d'Ormuz est fermé. Il est maintenant fermé. Il avait été restreint, puis rouvert à environ un tiers du trafic d'avant-guerre. Et maintenant, il est de nouveau fermé. Alors, en quoi cela aide-t-il l'Amérique? Quelle est la stratégie ici? Quelle est l'intention? Il doit bien y en avoir une. Ce n'est pas juste une moquerie du genre « Ah, on n'a pas de stratégie ». On en a clairement une, parce que quelqu'un agit en fonction de cette stratégie. Quelqu'un prend des décisions et dit « Voici le détroit d'Ormuz, il est en train de s'ouvrir ». Le côté iranien a ouvert le processus. On a écrit dans le protocole d'accord qu'ils pouvaient être ceux qui gèrent la manière dont ça s'ouvre. Et c'est ce qu'ils font. Ils nous disent qu'ils fixeront des frais plus tard, mais peu importe. C'est en train de s'ouvrir. Donc laissons faire. Laissons le protocole jouer en notre faveur. Parce que si l'offre mondiale de pétrole commence à revenir à peu près à son niveau d'avant-guerre, c'est une bonne chose pour nous. On n'aura plus besoin de puiser dans notre réserve stratégique, ni de continuer à en vendre à d'autres, juste pour alimenter le marché et maintenir les prix stables. Je crois qu'on est autour de 72 $ le baril en ce moment. C'est encore assez bas, juste un peu au-dessus de ce que c'était quand la guerre a commencé ici. Mais ça, c'est uniquement parce qu'on vide notre réserve stratégique de pétrole et que d'autres sites de stockage dans le monde font la même chose. Mais ils sont tous en train de s'épuiser. Tous, y compris le nôtre. On est peut-être arrivé à ce moment-là. On avait reçu Chris Martinson au début de la semaine dernière et il disait que, quelque part autour du 10 ou du 11 juillet, on atteindrait ce point. Je vais d'ailleurs le recontacter la semaine prochaine pour savoir où on en est, parce qu'il expliquait qu'en se basant sur le rythme de consommation jusqu'à cette date, si on continuait comme ça, alors peut-être qu'aujourd'hui, on aurait atteint ce seuil. Et à partir de demain, eh bien, si on ne l'a pas encore atteint, ou si on s'en est approché, là c'est sûr qu'on va le dépasser. Sinon, on va arrêter de sortir du pétrole et les prix vont commencer à grimper.
Si le président Trump a peur que ce chiffre dépasse 72, alors il va continuer à puiser dans la réserve stratégique de pétrole. Et ça veut dire qu'il vide notre réserve d'urgence militaire. Prenez un instant pour y penser. Parce qu'on suit une sorte de stratégie qui consiste à dire qu'on veut continuer à faire passer des cargaisons par le détroit d'Ormuz. On sait que le camp iranien est prêt à tirer sur les navires qui franchissent le couloir sud, et pourtant, on va forcer les navires à y passer jusqu'à ce qu'ils soient touchés. Ensuite, on va riposter contre Téhéran. Et bien sûr, comme tout le monde aurait pu le prévoir, le détroit se retrouve fermé. Et les gardiens de la révolution vont continuer à attaquer. Ils n'ont aucune raison de ne pas le faire. Aucune raison d'arrêter. On a déjà montré qu'on était incapable de les forcer à rouvrir le détroit à nos conditions. On ne peut pas le faire. Et si on essaye d'en faire plus, ça veut dire qu'on va simplement provoquer davantage de frappes de l'Iran contre nos positions ailleurs dans la région, ou peut-être même contre nos alliés. C'est ça la situation à laquelle on fait face en ce moment. Donc on nuit à nos propres intérêts. Et maintenant, on va sans doute continuer et revenir à une réduction accélérée de nos réserves stratégiques de pétrole. Et cette fois, ça va presque entièrement venir de nos stocks d'urgence destinés à l'armée. Je parle de carburant pour les avions, de diesel, d'autres types de dérivés, d'autres produits raffinés, tout ça. On est en train de les vider. Alors si on a une autre urgence, ou si un blocus plus important se produit plus tard, on sera dans une impasse sur le plan militaire. On n'aura plus rien. Voilà. Président Trump, voilà le résultat net de tout ça. Une baisse de nos réserves stratégiques. Et ça rend notre sécurité nationale plus vulnérable. Le prix du pétrole va forcément augmenter. Il n'y a pratiquement aucune chance que ce soit autrement. Une fois qu'ils auront refermé le robinet, on peut être sûr que ce sera plus cher. Alors, quel est le but ici? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on essaie vraiment d'accomplir? Est-ce que quelqu'un s'imagine qu'avec quelques frappes de missiles par-ci par-là, une centaine, 80, 90, peu importe, comme lors des 2 premières vagues, l'Iran va finir par se lasser? Franchement, est-ce que personne ne regarde ce qui se passe du côté du peuple iranien? Ils sont absolument furieux de ce qui s'est passé. Ils sont incroyablement en colère contre le président Trump, surtout parce qu'il a fait assassiner leur guide suprême. Et puis il y a sa famille, sa petite fille, les enfants qui ont été tués, les écoliers et les enseignants morts dès le premier jour. Tout ça reste très présent dans leurs esprits. Ils exigent que leur gouvernement se venge. Ils demandent qu'on arrête de négocier. Ils ne veulent plus que le gouvernement négocie. Jusqu'à présent, le gouvernement a continué malgré une opposition populaire de plus en plus forte. Mais si on continue à faire ce genre de choses, leurs mains vont finir par être liées. Alors, est-ce que c'est une sorte de manière tordue de, je ne sais pas, du président Trump? Je ne sais pas s'il est lui-même victime de tout ça, s'il se laisse entraîner, ou si on le pousse à agir ainsi. Franchement, je n'en sais rien. Mais certaines personnes veulent que le conflit continue. Elles ne veulent pas que le détroit d'Ormuz soit ouvert. Elles veulent qu'on revienne à la confrontation. On ne peut tirer aucune autre conclusion à partir des faits qu'on a, parce que ce qu'on fait ici, ça n'a aucun sens pour nos intérêts nationaux. Ça nous coûte sur tous les plans. Et qui sait? Pendant qu'on parle, il est 10h15, un samedi soir. Nos frappes, je ne sais même pas si elles sont terminées. Le CENTCOM n'a encore rien signalé. Mais c'est inévitable. Probablement avant le lever du soleil demain matin, il y aura de nouvelles frappes. Et le détroit restera fermé, toujours sous le contrôle des gardiens de la Révolution. Depuis le 2 mars, il est sous contrôle iranien. On a essayé 40 jours et 40 nuits de bombardement. Ça n'a pas marché. On a tenté, je sais pas, 2 mois de blocus. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné.
Depuis le 17 juin, on a essayé ce protocole d'accord. C'était censé marcher. Et oui, ça a permis d'avancer. Mais maintenant, on l'a saboté. On l'a saboté en empêchant l'Iran de faire ce qu'on avait accepté dans ce protocole. Alors il faut se poser la question pourquoi? Qui en profite? Qui a l'oreille du président? On en connaît certains, on les montre à la télé ici, qui le poussent dans une direction contraire à nos intérêts. Ce sont des questions qui méritent des réponses. Je vois des personnalités de la télévision, mais je suis sûr qu'il y a, en coulisses, des gens bien plus puissants, bien plus influents, qui le poussent dans cette direction. Quand on sait qui sont ces gens, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs intérêts, parce que franchement, ce n'est sûrement pas pour aider l'Amérique. C'est l'autre chose, et c'est quelqu'un d'autre, parce que c'est nous qui en subissons les conséquences. Il y a des gens qui veulent qu'on retourne en guerre, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. On n'a plus qu'à espérer que des esprits plus raisonnables finiront par l'emporter. On vous tiendra au courant de la suite. Si quelque chose se passe demain, si tout nous explose au visage ou si la situation s'aggrave, on sera là pour en parler avec vous. Sinon, on se retrouve dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez-nous un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous. Like and send this to somebody you care about.